First, I'd like to ask you a few questions. That's very important. But you must cooperate. 1, 2. Bonjour à tous. Pour ce premier enregistrement de l'année, je vous souhaite un excellent cru 2019, plein de beaux projets créatifs. Car la créativité, c'est la vie. Cela fait aussi 1 an que j'ai commencé cette émission et vous êtes toujours plus nombreux et nombreuses à l'écouter, quand bien même je ne communique pas énormément dessus. Donc merci beaucoup et continuez à en parler autour de vous. Aujourd'hui, je reçois un directeur artistique un peu particulier puisqu'il dirige la couleur dans les films d'animation. Il a travaillé sur Chasseurs de dragons, Nocturna, Les Lascars et Tout en haut du monde, pour ne citer que les plus connus. Bonjour Patrice Suau. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, oui. Je suis très content de faire cette interview. Moi aussi. C'est pas souvent quand je parle comme ça, dédié à un public. Mais... Alors, ma première question est toute simple. Qu'est-ce qui t'a conduit à faire un métier artistique ? J'étais pas forcément prédestiné à ça au tout départ. C'était pas mes choix professionnels de base. Quand on est adolescent, on a beaucoup de rêves. Moi, j'en avais beaucoup. J'étais passionné plutôt par la nature, l'environnement. Et du moins, je me décidais pas des grandes études. Et ma situation familiale favorisait pas non plus. Donc, j'avais envie de devenir garde forestier et travailler dans le milieu naturel. Et suite à ça, ces métiers-là disparaissaient. Donc j'ai m'orienté vers une filière agricole. J'étais pas du tout destiné à ça. Par contre, ce qui fait que j'aurais pu m'orienter très rapidement dans les voies artistiques, c'est que j'avais ce talent de dessinateur. Donc je dessinais. Je savais dessiner. Et alors, quand tu as emprunté cette filière agricole, tu as fait des études là-dedans. Oui. Et à quel moment le switch s'est fait ? Le switch, c'est très tardivement. C'est-à-dire qu'après, j'ai quitté cette filière agricole après des échecs scolaires. Je ne veux pas parler à partir d'échecs, mais enfin, je suis revenu au point de départ sur Paris, en région parisienne. Ça te plaisait pas les études agricoles ? Oui, et puis j'ai eu une expérience où je suis parti en Afrique justement travailler dans une exploitation et ça avait cassé un peu le rêve de l'agriculture moderne d'aujourd'hui. Donc, et c'était pas, à l'époque, c'était plutôt les eaux et forêts, c'était plutôt travailler dans l'environnement naturel. Donc, cette voie-là a été rompue, a été bouchée. Pour moi, c'était pas vraiment l'objectif. Et c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais pas être paysan. Et donc, j'ai essayé de repasser des études de bac, repasser le bac que j'ai pas réussi. Et suite à ça, j'ai découvert un peu l'univers graphique. Je me suis intéressé à ça. Donc j'ai fait une formation un peu d'art graphique qui m'a donné la possibilité de travailler après un peu dans la publicité, C'était quoi ? C'était un BTS ou quelque chose comme ça ? C'était une école de préparation, Ah oui. voilà. Mais c'était très cher, donc j'ai pas pu continuer, quoi. Donc j'ai suite à ça je suis parti après au service militaire. Voilà, brutalement, je suis revenu, je savais plus trop ce que j'allais faire. Donc j'ai continué un peu à travailler dans la publicité, dans le graphisme. Je fais un peu de photos pour les journaux de presse, genre Téléstar, Le Point. J'ai fait de la typographie, j'ai fait un peu plein de trucs comme ça, de graphisme. Si vous voulez, à l'époque, c'était pas Pôle Emploi, mais c'était la NPE qui nous orientait comme ça si on n'avait pas de travail. Et c'était le début, et miraculeusement pour certains comme moi qui voulaient le devenir, le début du RMI. Alors je veux pas trop insister là-dessus, mais ça m'a permis quand même d'avoir un petit pécule et passer un peu la vie de bohème à Paris. Et comme je suis revenu sur Paris à ce moment-là, après mon service militaire, j'ai reconnecté avec mon pays, ma ville d'enfance, qui est du côté de Pontoise, entre Argenteuil et Pontoise. Et cette région-là, c'est la région des impressionnistes. Je sais pas si on peut situer, c'est peut-être certains auditeurs connaissent un peu cette région. C'est la vallée, les bords de Seine. C'est les peintres comme Pissarro, Monet, Cézanne, Sisley. Et de mémoire, quand j'étais enfant, je voyais des peintres faire de la peinture au bord de Seine. Et donc ces gens-là, qui continuaient la peinture, la tradition de la peinture dite de plein air. De plein air. Voilà, la peintre en liberté. Et dans cette petite ville, il y a un personnage atypique qui se baladait hiver-été, soit
comment dire, habillé en été en hiver et habillé en hiver en été. Il y a un personnage haut en couleur qui ressemble un peu à ces vieux peintres avec des vieilles barbes grisonnantes, la casquette, un peu complètement déconnecté de son temps, mais toujours le pinceau à la main, peindre une ruelle, une lumière, toujours à la recherche d'un point de vue. Et bon, il nous faisait un peu rêver, quoi. Et un jour, je l'ai rencontré, je l'ai revu, je suis allé le voir et il m'a dit, bah tiens, viens, tu peux aller venir peindre demain, je vais à Conflans, à côté, au bord de Seine. Et le déclic s'est fait à ce moment-là. Je me suis dit, bah c'est ça que je veux faire, c'est être peintre. Je veux devenir peintre. Et c'est devenu évident, c'était un flash, c'est ça qui me plaît. D'être en liberté, en plein air, observer la nature, la lumière, la couleur. Tout ça me donnait un sens et une voie dans laquelle je me suis engouffré et qu'encore aujourd'hui je suis dedans, quoi. Tu continues à peindre sur les bords de Seine aujourd'hui? Oui, dès que je peux. Je l'ai fait beaucoup, je l'ai fait moins maintenant parce que je suis débordé avec le métier que je fais. Mais dès que j'ai l'occasion de partir faire des séjours de peinture, de peindre un peu en plein air, ça j'hésite pas, quoi. C'est quoi, ces peintures à l'huile? Les peintures à l'huile principalement, oui. C'est-à-dire que bon, quand on aborde cette peinture-là en plein air, c'est de la peinture à l'huile. C'est la peinture phare. Après, il y a d'autres techniques, hein. Mais en tout cas, les grands héros de cette époque-là, de cette époque 19e siècle, qui a inventé l'impressionnisme, les gens partaient avec de la peinture à l'huile. Parce que ça sèche pas trop vite, on a le temps de travailler la pâte. Et puis les couleurs gardent leur vivacité. Une fois que la couleur durcit, mais elle sèche pas, c'est pas comme la peinture à l'eau. Et donc, cette peinture à l'huile permet de pouvoir garder une vivacité de pigment. Mais c'est comme ça que j'ai découvert la peinture. Et à partir de là, j'ai vécu à peu près entre cette petite ville de ma ville de naissance et puis Paris, où j'ai vécu un peu une vie de bohème. Je dis vie de bohème parce que c'était ça, c'est-à-dire que moi je voulais plus travailler quelque part. Je voulais vivre de ma peinture. Mais j'étais pas très démerdard, donc je la vendais pas beaucoup. Donc je faisais beaucoup de portraits. Des portraits... pour pouvoir vendre les peintures. Donc je faisais des portraits à partir ou documents photos, ou alors les gens venaient où ils posaient, et puis je faisais leurs portraits. J'ai fait ça 1 an et demi, 2 ans. Et puis aussi en même temps, j'exposais mes tableaux dans 2 bistrots dans Paris, un vers rue Félix Deuxième, à côté du cimetière Montmartre, en bas de la butte Montmartre, et puis à Pont-Marie. Je fais des grands gestes, mais c'est comme les peintres, ils ont des gestes très élancés avec les pinceaux. C'est peut-être l'habitude, des réflexes. Donc je me suis retrouvé comme ça dans 2 points de Paris où je me faisais des connaissances, où j'ai commencé à aller voir dans les musées, à visiter les musées, à chercher à comprendre comment il fallait peindre, à chercher des gens qui pouvaient m'apprendre. Malheureusement, je trouvais personne. Il n'y avait pas beaucoup de cours, à part les académies où je faisais du nez. C'était à quelle époque? C'était en 94, 96. Ouais. 94, 96. Je suis revenu sur Paris en 93. Donc, dans Paris, je trouvais là une source d'inspiration. Et j'aimais bien cette vie de découverte permanente entre le musée, travailler un peu, faire du croquis. J'étais pas dans l'apprentissage du dessin technique. J'étais plutôt dans apprendre à peindre de manière instantanée. Et alors, comment tu as découvert justement toutes ces techniques de couleur, de peinture liées à la peinture à l'huile, j'imagine, oui, voilà, c'est ce que je dis souvent. C'est que, bien non, pas à l'époque, non. Je sais pas, pas à ce moment-là. En fait, je suis allé voir au Louvre s'il n'y avait pas des cours, mais j'avais pas de titre ou d'étudiant ou de chercheur j'avais pas la possibilité d'avoir un réseau soit sur la restauration de tableaux, des restaurations d'art. Donc j'avais qu'un réseau plutôt de bistrot. De clients, de personnes lambda qui appréciaient mes tableaux parce qu'ils aimaient bien ou des amis. Enfin, c'est pour ça que j'appelle ça un peu plus une période bohème, parce que j'étais plus dans le côté au jour le jour, où j'attendais la commande qui allait venir et j'allais pouvoir enfin travailler le tableau. Et je faisais quelques petites missions comme ça pour un ami qui était justement rue Félix Deuxième, qui avait monté sa boîte, on appelait à l'époque sa boîte de graphisme. C'est un des premiers qui se mettait à faire de l'informatique. Il faisait des gros malins, il faisait, quelque chose, puis de temps en temps, je faisais des petits dessins. Puis je faisais des dessins de presse aussi pour les journaux locaux. Je faisais un peu de tout. Et puis après, je passais le soir à refaire le monde autour d'un verre, avec des copains, des amis du quartier, quoi. Mais j'ai pas trouvé, à part l'Académie Charpentier, qui est à rue Notre-Dame de Lorette, vers Montparnasse,
Mais j'allais régulièrement le week-end, enfin en tout cas aller dans l'académie de banlieue où le vieux peintre m'a donné l'envie de peindre. Son académie était extraordinaire. C'était organisé comme un petit théâtre. C'était dans l'obscurité. Le modèle était au milieu de la pièce. Nous, on était dans l'obscurité avec notre petite lampe. Et il éclairait le modèle avec des spots bleus, verts, jaunes, rouges, mais purs. C'est-à-dire que le modèle devenait couleur. Et toutes les ombres, des fois, le modèle disparaissait dans l'obscurité. Il restait que des volumes de couleurs. Il y avait très peu de dessins, en fait. Donc, c'est là que j'ai commencé à peindre directement avec le pinceau, le modèle vivant. Je passais pas par le dessin. Donc, je savais dessiner. J'avais ce dessin naturel, comme beaucoup de gens dans la création de dessins animés, ont déjà ce don de départ. Et après l'exploite pour le dessin. Mais moi, je suis passé à la couleur tout de suite. C'est-à-dire qu'on parle souvent de dessin au trait, dessin en masse. Oui. En fait, à la peinture, j'imagine que c'est plutôt du dessin en masse, du coup. Bah voilà, c'est-à-dire qu'on a tout en même temps. On a la lumière, la couleur, la profondeur, le volume, et le dessin. Quand on veut l'affirmer, à ce moment-là, on met du contour. Mais voilà, c'est ça qui me plaisait, c'est en 2-3 coups de pinceau exprimer une courbe, un volume, un espace. Et pareil pour le motif. Hein. Et tu parlais de l'académie Charpentier, tu as essayé d'aller faire des cours là-bas et tu n'as pas réussi à trouver ce que tu cherchais. Je ne sais plus si c'est l'académie Charpentier, vous savez, c'est une académie très ancienne, une des plus anciennes de Paris, Notre-Dame. Je crois que c'est l'académie Charpentier. Je me trompe peut-être, les auditeurs seront peut-être mieux que moi. Non, mais ça paraissait, par rapport à cette petite académie que j'allais le week-end, ça paraissait tellement fade, des modèles éclairés, dans des lumières naturelles diffuses, avec je ne dis pas des paquets de viande, mais enfin des modèles tout à poil au milieu de nulle part. Enfin, au milieu de gens, déjà, je trouvais ça un peu bizarre que les gens se foutent à poil comme ça. Mais je connaissais pas trop le milieu de l'art, en fait. Je découvrais. Mais je trouvais qu'un peintre de plein air qui met en scène comme ça, avec des lumières, des couleurs, c'est comme s'il recréait un paysage avec un modèle vivant. Et qu'il apprenait à ses élèves comment on utilise la perspective des couleurs. C'est des mots que je commençais à comprendre. Et ça, je le lisais pas dans les livres. Alors, justement, c'est quoi la perspective des couleurs? C'est comment faire tourner un objet avec les couleurs. C'est-à-dire que vous avez, si vous avez un espace, vous avez une perspective en profondeur, d'un premier plan, d'un arrière-plan, c'est comment graduer l'espace et qu'on ait vraiment l'impression qu'à chaque valeur de lumière correspond à une couleur et qu'elle soit juste dans l'espace. Et qu'on passe, par exemple, avant d'aller au bleu, si on va du orange, on va passer d'abord par le vert, après on va passer par le bleu, après on va passer par le violet, et après on va tendre vers le rouge. C'est-à-dire c'est ça. D'accord, le cercle chromatique mis linéairement dans un espace. Posé sur des valeurs de lumière, sur des clairs-obscurs, sur des valeurs de gris, et qui suit des volumes dans l'espace. Du coup, ça, on peut créer la profondeur rien qu'avec avec la couleur. C'est ça. Oui, ça, c'est vrai que le fait de le pratiquer, et quand on est à côté d'un peintre qui peint un sujet devant lui, et qu'on le voit peindre ce sujet, et qu'on voit le résultat, et que on essaye, nous, malencontreusement, avec les moyens qu'on a, on ne sait pas comment faire les mélanges. Évidemment, il y a des bouquins qui disent mélanger un violet avec un jaune. Oui, mais moi, ce que j'observe, ça ne donne pas la même chose. Et il était assez juste. Il voulait pas salir ses couleurs. Il voulait justement, au lieu de mélanger, il voulait dire non, j'ai déjà passé par une couleur. J'ai déjà passé par un orange avant de passer par le jaune. Si je passe du vert au jaune, je vais passer peut-être par un orange pour aller bomber l'espace, pour créer cette lumière. Et dans l'académie, on apprenait ça. Est-ce qu'on peut lever le voile sur le nom de cet artiste Oui, alors je connais un ami qui le connaît bien, qui est un réalisateur, dont je lui ai parlé beaucoup. Il s'appelle Henri Thorin, Thorin. Un héros de cette époque. Moi, je considérais tous ces peintres impressionnistes, pour moi, c'était mes super-héros. Je sais pas péjoratif de dire ça, mais j'admirais énormément ces personnages. Et lui en faisait partie. Et c'était un philosophe aussi. Il avait cette gouaille d'un personnage qui avait toujours raison, qui avait toujours des vérités à dire, et quand on les entendait, on dit mais bien sûr, mince, j'ai pas pris un carnet, j'aurais dû le noter, parce qu'aujourd'hui, si je voulais m'en souvenir, je pourrais pas le redire. Il était le seul à pouvoir le dire. Et quand il parlait de la couleur, c'était ça. Il fallait vraiment l'imprimer et l'essayer. Donc, et c'était quelqu'un qui voulait jamais vendre ses tableaux. Par contre, c'était quelqu'un qui a vécu une vie de graphiste dans son temps, et il faisait de alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'était de la lithogravure. Donc c'était un lithographe. Un peu comme Gustave Doré. Oui, c'est ça. Comme ça. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, son vrai métier, c'est ça. Et il disait à son patron, je ne bosse que les jours de pluie. Parce que les jours de beau temps, c'est sur le motif.
C'est-à-dire que le motif, c'était pour lui, c'est ça? Oui. Des toiles qui vendaient pas, et du Voilà. coup... Il avait le culot de dire aux gens avec qui il travaillait que, de toute façon, il ne travaillera jamais les jours de beau temps, parce que le jour de beau temps, il est dehors. Comment on pourrait dire ça à un producteur aujourd'hui? On pourrait pas. J'aimerais bien le faire, mais je peux pas. Ok, et du coup, tu as commencé à peindre comme ça, Ouais. et puis à faire des illustrations dans les magazines. Et à quel moment tu t'es dit, voilà, c'est mon métier et je vais en faire quelque chose de plus... Comment t'es arrivé au cinéma, quoi? Alors voilà, là, c'est-à-dire que moi, j'avais pas les clés pour aller pousser à la porte des galeristes, des galieristes et de montrer mon travail. J'avais cette forme de pudeur, à me dire que je suis pas prêt, je suis pas encore prêt, j'ai pas encore assez d'expérience, je suis pas maladroitement. J'ai même essayé de broyer des pigments, de faire de la peinture en siège. J'ai fait des tas d'expériences comme ça en atelier, mais je voyais que c'était pas mon truc de rester enfermé en atelier, donc je préfère le plein air. Et ben c'est à force de l'usure en fait quelque part de vivre au jour le jour, de pas savoir si dans 2 mois je vais avoir un appartement, si je peux gagner ma vie. Donc à un moment donné, on finit quand même par fatiguer. Et c'est Pôle Emploi qui enfin pas Pôle Emploi, c'est une amie, d'un cousin qui était responsable de programmation, qui travaillait pour FR3 Bretagne, qui connaissait Pierre Emma, le directeur du studio, de l'école des Gobelins. Et c'était en 96, donc 2 ans plus tard, 96. Oh, j'ai dit pourquoi pas. Tu vas aller voir, tiens, je te donne le dossier d'inscription, si tu veux, tu t'inscris, je te l'ai apporté exprès, comme ça je vois que ça pourrait te plaire, faire du décor, faire du dessin d'animation. Alors là, j'ai dit, du dessin animé, ah bon. Puis j'ai posé le carnet, et je me suis dit, je sais pas, je vais pas refaire des études, ça m'intéresse pas. J'avais 27 ans, quoi. Donc, et puis peu de temps après, quelques mois plus tard, j'avais rendez-vous. T'as pas déposé le dossier? T'as pas essayé de... Non, j'ai pas déposé, non. Non, après j'ai encore un rendez-vous avec Pôle Emploi, parce que Pôle Emploi à l'époque devait être extrêmement prégnant pour beaucoup de gens comme nous, qui étaient, sachant pas où on était, ce qu'on faisait. Et ils m'ont dit qu'il y avait une formation continue pour adultes de 7 mois au Gobelin, et ça commence en octobre. Et qui faisait quoi cette formation? Du layout décor et décor couleur, c'est-à-dire du décor trait et du décor en couleur. Donc j'y suis allé quand même, j'ai dit ça peut être intéressant. Et je me suis pointé comme ça avec des tableaux. J'avais pas la portée de dessin, bon. Et j'ai rencontré Jean-Pierre Kessel, je crois que c'est Jean-Pierre Kessel. C'est quelqu'un qui nous accueillait. Et il m'a dit, voilà, des peintres, il nous faut ça, il nous faut des gens comme toi pour les décors. On en a pas assez. Et ça correspondait exactement à l'école où le studio d'animation commençait à grossir le volume de production et il fallait des techniciens. Et c'était la chambre des métiers, donc j'ai passé le concours et j'étais accepté. Ah, il y avait un concours d'entrée. Un petit concours d'entrée, oui. Ouais. Alors c'est pas l'école des 2 ans, hein. C'est vraiment une formation. 7 mois là. Ouais. 7 mois. Et puis en plus c'était rémunéré. Donc j'ai fait ça. Rémunéré par Pôle Emploi du coup. Oui. Ouais. Oui. Et alors qu'est-ce qui s'est passé pendant cette école? Qu'est-ce que tu t'en as retenu? Alors justement, ça permettait de faire une pause quelque part. C'est-à-dire que ça me permettait de me recadrer un peu avec des objectifs secondaires par rapport à la peinture. C'est-à-dire que être peintre, soit je partais vraiment de Paris parce que j'étais prêt à partir, de partir à la campagne, enfin m'évader, de quitter le milieu urbain qui était quand même très très oppressant quand on est peintre de plein air. Beaucoup de peintres à l'époque qui sont partis. Hein. Et ceux qui restaient ou ils devenaient fous ou tombaient un peu dans les... Aujourd'hui, il y en a encore d'ailleurs ou... Je sais pas trop. Je sais pas. Des peintres de plein air, je sais pas si c'est redevenu la mode ou on en croise très peu. Hein. On croise quelques personnes. J'en voyais un à Paris, on se faisait un peu la chasse. Des fois, on se retrouvait à Montmartre. Il y a encore en 2013, par exemple, je me souviens. Je passais souvent le soir ou le week-end à aller peindre. Et on s'est croisés plusieurs fois. Je l'ai croisé une fois, il était au milieu de la Péra. Moi, j'étais entendu une petite rue parallèle. Une fois à bout de Montmartre, une fois à Napoléon III. C'était marrant. On s'est croisés. Alors, lui, il a continué du coup à faire artiste peintre. Ouais, probablement, je sais pas. Peut-être. Mais c'est-à-dire que là, je reconnectais, à partir du fait de faire des Gobelins, je reconnectais à un milieu professionnel, industriel. Enfin, un métier dans les arts graphiques. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Qui demande des compétences de coloriste et d'illustrateur.
Et donc, pour revenir à la question Ouais. d'origine, ce que tu as retenu, c'est, tu as senti que c'était là où tu devais être. Ouais, j'ai senti vraiment que c'était un métier qui me plairait beaucoup. Bah, j'ai dit enfin un vrai métier quelque part. Enfin, voilà. La pub, non, la presse, non, la photo, non. Puisque j'étais photographe à l'armée quand j'étais au service militaire, j'avais un peu écœuré de faire du développement, bref. Donc, je me suis retrouvé à adhérer à ce métier et me dire je vais pouvoir faire de la couleur toute la journée. J'ai plus choisi c'est la voie de la couleur que du trait. Marie qu'on faisait les deux. Parce que quand on est décorateur pour film d'animation, il y en a un qui fait le trait et l'autre la couleur, ou il y en a qui font les deux en même temps. Bah, ça peut être les deux. Bon, ça m'est arrivé de faire les deux. Après, on se spécialise. C'est-à-dire que c'est un métier, après, on devient un peu spécialiste. Comme tu disais que tu dessinais dans la masse plus qu'au trait, oui. Tu pouvais peindre à la couleur tout en faisant du dessin. Du dessin. Voilà, c'est ça. C'est ça que tu faisais en fait. Voilà, c'était un peu ma force, c'est-à-dire j'étais capable de peindre en quelques coups de pinceau un morceau de mur, un meuble, une porte, enfin tout ce qui correspond à des décors. Donc j'étais habile. Et c'est vrai que quand je faisais plus de traits, ça m'ennuyait de faire du trait et puis de pas le voir en couleur. Donc j'ai préféré m'orienter dans le décor couleur. Le côté pictural du décor. Ouais. Et à la sortie donc de cette formation, tu rentres directement dans ça a été très vite. Voilà, ça a été très vite. Et donc j'ai fait des belles rencontres, surtout celle d'un décorateur, directeur artistique de renom aujourd'hui, qui s'appelle Daniel Kakuo, qui aujourd'hui c'est vraiment orienté dans sa peinture personnelle. Et là, c'est quelqu'un qui m'a vraiment appris, qui m'a donné toute la cartographie de ce métier. Il est quoi, les directeurs artistiques sur les films d'animation? Il est décorateur, chef décorateur? Il a tout fait à peu près dans ce métier, oui. Il a fait c'était un des anciens maintenant, mais disons qu'ils étaient en place, ils travaillaient déjà dans l'animation pendant que j'étais en train de faire cette formation. Et lui était, on appelle ça un intervenant. C'est qu'il intervenait. Et une autre décoratrice s'appelle Brigitte Robbou aussi. Donc quand je regardais leur dossier, j'étais admiratif de leur travail, quoi. Je me dis, c'est incroyable. Et tous ces gens-là parlaient peinture. Ces gens-là nous parlaient de peinture, donc on était exactement dans la même dimension. Je parlais pas à des étrangers, quoi. Si je parlais à un cinéaste ou à un réalisateur ou à un storyboarder, j'aurais parlé chinois, ou extraterrestre. C'était pas du tout mon univers. Tu retrouvais tes pairs, quoi. Voilà, en quelque sorte. Exactement. Et puis donc c'était des guides quand même qui nous orientaient. Et puis suite à ça, à la sortie du stage, on avait tout de suite des formations, des stages ou des offres d'emploi tout de suite à la sortie du. Ouais, tout le monde était embauché. Ah oui. Il y avait beaucoup de travail à l'époque. Oui. C'était le début de la remontée du cinéma d'animation. Ah oui, ouais. Oui. C'est pour ça que cette formation avait été mise en place. C'était pour fournir les studios en techniciens. La chambre de métier avait justement investi là-dedans. Donc les Gobelins avaient ouvert justement. Ça a duré quelques années. Après, je crois que ça s'est modifié. Ça n'existe plus là, cette formation aujourd'hui? Je crois pas. Il y a d'autres aussi. Il y a des formations continues, mais dans des métiers beaucoup plus spécifiques à l'informatique, au métier numérique. Et alors, ton premier job là-dedans, dans le cinéma d'animation, c'était quoi? Souvenir, c'était justement, on a été au Festival d'Annecy et on a été recruté par le studio Disney Montreuil. Quand tu dis on, c'était tous les gens de la formation? Quelques personnes. Ouais. Ils choisissaient des dossiers parmi des élèves, et moi pour la peinture, j'ai été choisi pour faire un training en couleur. Un training? C'est un training, ils appellent ça, ils vous apprennent à peindre à la Disney. Donc vous faites de la copie de décor. Voilà. Et c'était au début du film Tarzan, donc j'ai un ami, un collègue des Gobelins aussi qui est allé. Il s'appelle Mathieu Gosselin, et qui est devenu après. Alors lui, il est resté après à Disney. Je pense qu'il a aimé rester là-bas parce que je pense qu'il a trouvé plus ses marques. Et c'est vrai qu'il était plus au Hollywood Trail, il était plus dans la construction du storyboard, etc. Donc mais moi, j'ai pas voulu y rester trop longtemps. Je sais pas, parce que le cadre très très sérieux d'un gros studio me plaisait pas trop. Je me voyais pas. Parce qu'il y a des obligations dans le cinéma Disney, c'est-à-dire qu'il faut faire une certaine sorte de. C'est ça. Donc vous êtes enfermé, pas enfermé, mais enfin vous apprenez une technicité, il faut appliquer. C'est très méthodique. Par contre, c'est très formateur. C'est-à-dire que vous apprenez énormément de choses.
Et j'ai rencontré là un chef déco dont j'oublie jamais, et je le remercie toujours de m'avoir accueilli. Il s'appelle Joachim Royot, qui était le chef déco couleur justement du département couleur à Montreuil, et qui s'occupait justement de faire des color scripts, des color cards, des petites pochades d'une séquence de Tarzan. Ouais, color script, c'est une suite de peinture, voilà. Ouais, et pour alors, une séquence donnée. Exactement. Et il me montrait comment il travaillait. Alors là, j'étais stupéfait. Il m'expliquait le jaune, et il répétait justement cette perspective de couleur que le peintre Thorin, à l'époque, m'avait expliqué en plein air. Mais par contre, avec une méthode un peu à l'américaine, hein, très didactique, il expliquait, voilà, tu prends, alors tu réchauffes avec une couleur plus foncée, parce que une couleur froide, c'est pas forcément jaune, c'est pas parce que c'est jaune que c'est chaud, mais c'est ça, tu vois, une couleur claire va refroidir une couleur foncée, tout ça. Tout ça, c'était à la gouache ou à l'huile? À l'acrylique. À l'acrylique, ouais. Oui. Donc après, moi, je m'entraînais à faire des petits décors. Donc j'étais un peu sous sa coupe. Et ça a duré combien de temps, le training en question? Bah ça a duré, oui, 3 mois, quoi. Ah oui. Une fois, je suis resté en stage 1 mois et demi, et après, je suis resté encore un mois, quoi. Et à la suite de ce training, il y en a qui sont pas pris ou qui sont... Ils vous proposent ensuite, c'est-à-dire que chez Déco, vous voulez que parce qu'après, il y a eu une période de vacances, et ensuite, ils m'ont proposé, alors, apparemment, ils me cherchaient, mais moi, j'ai pas cherché à les recontacter, parce que je suis tout de suite parti en série télé. Ah oui, suite au chez training. Ellipse. Bah après, on m'a proposé du travail ailleurs, chez Bibofilm, Ah oui. une agence de publicité en film d'animation, rue du Fer à Moulins, très illustrement connu. Et puis, j'aidais un décorateur d'Alikaku à faire quelques décors. Et puis du coup, on me proposait du travail en série télé, j'ai préféré partir. C'était pour moi plus fun, entre guillemets, quoi. Je voulais pas rester à Montreuil. Alors qu'est-ce qui avait le plus fun? C'est le fait que ce soit des petits studios? Oui, c'est ça. Et puis de faire de la série télé, c'était des petits décors, donc ça allait plus vite. On restait pas 15 jours sur un décor à travailler le petit détail, parce que chaque détail comptait chez Disney. Il y avait ce côté très très précis où c'était des retakes permanentes, des revues qu'il fallait valider en permanence, des étapes de travail. C'est quel genre de détail? C'est l'herbe en bas à droite qui est pas assez jaune? Voilà, c'est par accord assez par rapport à la couleur de l'original. Vous savez, faut être très très patient pour faire ça. C'est presque un travail d'orfèvre. C'est pas, il y a pas de, comment on dit aujourd'hui dans le cinéma, de correction colorimétrique. Bah non. Derrière, quoi. Non. D'ailleurs, les techniciens, les décorateurs qui travaillaient chez Disney étaient très 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 doués pour être très patients, très méthodique, étape par étape. Donc ça, c'est vrai que c'est formateur. C'est sûr que là, on apprend les rigueurs, on apprend à être exigeant. Et moi, déjà, naturellement, je suis très rigoureux. Je suis même très pointilleux. Mais de ce que j'avais un peu compris de la série télé, c'est que là, on pouvait faire 4 décors à la fois. Donc c'était beaucoup plus proche de ce que je faisais sur le motif. C'était travailler dans l'instantané, et hop, on arrête le décor, c'est fini, on passe à un autre. Donc, il y a un côté plus illustration, plus spontané dans la série télé. Et on revient à d'anciens décors pour les Bien ajouter, sûr. etc. Et en plus, au cours d'une année, on peut passer d'une série, d'un style à un autre. C'est-à-dire et dans un épisode, dans une série télé, on passe d'un univers à un autre. On peut, je sais pas, si on prend un personnage de série télé, on peut se retrouver, je sais pas, au bord de la mer, dans un pays. Puis l'épisode d'après, on va se retrouver au milieu des volcans, avec des dinosaures. Donc c'est très fantasy, c'est beaucoup plus fantasy. Dans les dessins d'animation, en série télé, surtout que ça se développait vraiment à l'époque, offrait énormément de styles, de graphiques, de possibilités, de styles. On pouvait changer de studio, et en étant intermittent, c'est là où c'était vraiment avantageux d'être intermittent. Donc la liberté était encore là, quoi. Et il y avait encore cette continuité de la liberté où je pouvais quand même aller peindre, m'amuser à la peindre, à continuer après à fantasmer sur cette vie de peintre dont je rêve de devenir. Toujours, encore Toujours. Ouais, je pense, oui. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Je pense que ça va devenir encore pire qu'avant. Mais... Avant de parler des projets que tu as fait depuis donc cette époque, est-ce qu'il y a un artiste fondateur autre que ce monsieur Thorin, ah oui, qui t'a initié la peinture, ouais, qui t'a vraiment donné envie de faire ce métier? Alors c'est un groupe de peintres, ça s'appelle les impressionnistes. Alors on s'en doutait un peu. Bah c'est Monet et Pissarro, voilà, c'est surtout Monet, quoi. Monet. Donc j'allais au musée d'Orsay, il y a le département
impressionniste, justement, tout en haut. C'est là où je travaillais le plus. Je passais plus quart de mon temps, quoi. Et je pouvais passer des fois des heures à revenir devant le tableau. Alors comment il fait? Et tu retrouvais les techniques que tu avais apprises de perspective de la lumière, enfin de la couleur, des choses comme ça? Je dirais que je pense que j'étais pas conscient de mon potentiel de peintre encore à l'époque. Je pensais que j'étais encore maladroit. En fait, j'ai pas beaucoup eu d'encouragement, à part dans l'animation, à part justement comme le fait de commencer l'animation. Là, j'avais quand même quelques encouragements. Je commençais vraiment à voir que j'étais capable j'avais pas avant de faire de l'animation. Je rencontrais pas beaucoup de peintres. Et les seuls peintres que je voyais en référence, c'était les tableaux au mur, dans les musées. Dans quelques bouquins, mais c'est mieux d'aller voir les originaux. Voilà. C'est Monet. Je pense que Monet, ce tableau du parvis de Chailly, enfin c'est du château de Chailly, je crois. On voit un chêne à droite, en lumière de contre-jour, 3/4 avant, en lumière de contre-jour, avec l'herbe un peu mouillée d'automne, et la lumière, un arrière-plan qui fond comme ça en masse la perspective atmosphérique. Pour moi, ça hantait mon esprit, quoi. C'est le tableau. J'aimerais. Ouais, c'est pas forcément que ce tableau-là, mais c'est ce genre de tableau qui me passionnait. Comment représenter le réel en quelques éléments de peinture, en quelques effets. C'est cette espèce de talent. Je sais pas. C'était mon point de mire. Je voulais réussir ça. Je voulais réussir. J'ai passé. Et alors, on parlera pourquoi je suis reparti sur le motif après. Parce que j'ai eu quelques ruptures comme ça dans l'animation, assez périodiques. Tu veux dire que tu as fait animation, motif, du coup, oui. Peintre en plein air, re-animation, repeintre, etc. Si j'avais pas ma passion pour les peintres sur le motif, et en plein air, qui reliait trois vraiment passions pour moi, c'était vivre être dans le paysage, être dans l'environnement naturel, de ressentir la lumière, les chemins, les arbres, le feuillage, tout ça. C'est ça. En fait, c'est quand même une grosse partie de ma vie a été bercée par le fait de vivre au milieu de ça. C'était un peu tu disais que tu voulais être garde forestier. Ouais. En fait, t'aimes contempler la nature et comprendre tous ces mystères. Il y a d'abord la nature, il y a la peinture et il y a l'aventure. C'est-à-dire que la nature me donne envie de peindre, et peindre me donne envie de voyager. Ça me donne un prétexte au voyage. Voilà. C'est ça un peu ce qui a un peu perturbé toute ma vie, qui a fait de moi un peu le saltimbanque. D'accord. Alors, quand je parlais de projet tout à l'heure, le premier dont je voudrais parler, c'est celui, le dernier en date, je crois, que tu as fait avec Rémi Chaillet, qui est tout en haut du monde, sur lequel tu as fait la direction artistique couleur. Du coup. Comment tu travaillais pour obtenir toutes ces ambiances qui sont, à mon sens, vraiment magiques, quoi. C'est-à-dire qu'on baigne dans une atmosphère tellement chaleureuse, humaine. Alors, maintenant, on sait d'où ça vient, les impressionnistes. Mais comment tu arrives à élaborer cette ambiance? Parce que si on regarde tes autres films, c'est pas du tout la même chose, quoi. Non, pas du tout. Non, il y avait l'idée que dans les autres films, pour revenir à ça, pourquoi ça dépend d'abord, le réalisateur, ce qui vous communique comme impulsion, c'est-à-dire comme ouverture sur votre liberté de créer. Mais il n'y a pas que sur le film de Rémi Chaillet, il y avait aussi sur le genre des Corneilles. Mais par contre, dans le genre des Corneilles, il y a plus une empreinte illustrative, gouache, dessin, que couleur picturale en aplat, en tache. Ouais. Voilà. C'est beaucoup plus réaliste sur le genre des Corneilles. C'est ça, c'est beaucoup plus. Et on se rapproche plus de l'impressionnisme, justement, sur le genre des Corneilles. Oui, c'est ça, l'impressionniste, exactement. Alors que sur le film de Rémi Chaillet, tout est en aplat, mais il y a quand même une cohérence, du début à la fin, quoi. Une cohérence sur le réel. Et alors là, chaque film demande un effort, un effort de chercher les orientations artistiques dans le musée. J'appelle ça le musée parce que c'est tous les impressionnistes, c'est les fauves, c'est les nabis, c'est on va dire les classiques ou les modernes, enfin bref. Et donc je cherche des pistes chez eux. Je cherche quel est le peintre qui va me donner le style, qui va me donner la référence. C'est-à-dire la référence, c'est une direction, c'est le sens. Le sens. Pas forcément la destination, on va pas peindre comme lui, mais c'est vers là où il faut tendre. Alors, en général, il y a deux pistes. Il y a une piste, celle-là, c'est le peintre,
la période de peinture, donc la période de peinture et le peintre qui correspond. Et ensuite, il y a à côté de la méthodologie technique qui va permettre de le faire et qui s'oriente vers une technicité, une technologie. Alors là, dans tout en haut du monde, vous voyez un peu la période des impressionnistes. Après, il y a une autre période qui s'est passée en liberté, c'est la période des fauves, qui commençait avec Gauguin. Et donc, quand on regarde leur peinture, j'ai découvert leur peinture. Cette période-là, en fait, je la connaissais pas tellement, mais je l'ai connue grâce au film de Rémi Chaillet. C'est-à-dire que je me suis dit, mais vers quel peintre, quel groupe de peintres, quelle période je vais aller chercher cette inspiration? Parce que ça existe. C'est pas mort, c'est là, c'est dans les musées, ça nous a forgé, ça nous a nourris. Mais ils ont bien quelque part, ça a bien du sens. C'est-à-dire que je voulais pas faire la photo, l'aspect photographique, et le challenge, le leitmotiv de Rémi qui me disait, je veux absolument ressentir le froid, la glace, les éléments, etc. Et je dis, mais alors du coup, parce que forcément ce que tu proposes dans tes références que tu as fait au début, on dit, bah non, ça moi je l'ai fait avec mes moyens. Et par rapport à tes compétences, ce que j'aimerais, c'est que tu cherches justement cette impression qu'on est au pôle au nord, que l'eau c'est de l'eau, que le vent a un impact sur les personnages, enfin Et donc j'ai cherché, je me suis dit bah oui. Et puis alors, comme on travaillait sur Flash, c'était avoir quand même un transfert en peinture. Donc c'était pas possible de le faire sur Flash, donc il fallait une méthode pour le fabriquer. Parce que en fait le principe de la peinture, c'est d'avoir des couleurs et de les mélanger. Oui. Voilà. Ce que permet pas Flash du coup, c'est ça. Voilà. Et surtout que pour arriver à faire des couleurs, ce genre de sentiment, il faut partir d'un mélange de peinture, de couleurs, un mélange. Et c'est ce mélange-là que je cherchais. Et ce mélange, en fait, il fallait faire ressortir tout un espace en un aplat. Par exemple, un ciel, il fallait que ça soit un aplat, une couleur, ça soit... C'était la contrainte. C'est la contrainte. Pas de modelé volumique, pas de volume. Parce que d'abord, narrativement, je pense que dans son film, ce qu'il voulait pas contraindre le spectateur à être, captivé par l'objet. Il fallait que ça soit l'ambiance générale qui baigne. Et sortir de la photo, c'est qu'on soit vraiment dans l'univers réel. Donc ça correspondait un peu à ce que je fais, c'est d'être sur le motif, et d'avoir le paysage devant moi et de le peindre. Donc il a fallu que je me remette dans cette condition-là. Comme si j'étais au milieu des marins et des chiens de traîneau avec eux, et me dire qu'est-ce que je verrais à ce moment-là. Du coup, je ressentirais. C'est dans ce genre-là où on voit que la perspective des couleurs, justement, voilà, exactement, dont on a beaucoup parlé. Parce que nous, on utilisait des pigments. On utilisait des pigments, nous, les peintres. On n'utilise pas la photo, la lumière, on n'utilise pas les contrastes. Le pigment donne une couleur qui, elle, révèle une lumière. C'est ça que j'essaie de... Et le contraste est lié aussi aux couleurs utilisées, au dosage qu'on... Voilà, c'est la lumière qui... Oui, exactement, oui. C'est-à-dire que... tout est lié, hein, mais... C'est-à-dire que le mélange donne une valeur. Donc, ce mélange-là, j'ai essayé de le trouver pour faire un procédé technique de fabrication. Mais alors, quelle a été la solution? Par hasard, c'est-à-dire que je cherchais, en fait, sur le développement du film, de semaine en semaine, je cherchais une méthode qui permettrait d'aboutir à un résultat. Je savais vers quoi j'allais tendre. Vers cette période des fauves, des nimbus, parce que le graphisme en aplat de Rémi Chaillet s'orientait un peu vers les affiches simples des chemins de fer du rail de l'époque. Donc il fallait que ce soit un graphisme assez épuré comme ça, taillé à la serpe. Donc il fallait trouver une façon de mettre en couleur et que ça soit quand même un univers réaliste. Donc progressivement, c'est le hasard, il me manquait quelque chose. Comment j'allais mélanger ces couleurs. Et c'est en voyant une exposition sur les trichromes russes et les premières photos couleurs à l'époque qu'on donnait ce résultat, c'est des plaques de couleurs qui s'étaient superposées et projetées en lumière. Donc il y a le noir, le jaune, le magenta et le bleu. Et tout ça donnait la photo couleur. Et donc, Ah oui, noir, c'est les 3 couleurs plus un noir, c'est ça? Ouais. Voilà, 3 couleurs plus un noir. Et comme sur les logiciels informatiques type Photoshop, on peut mélanger, superposer des couleurs sur des sortes de calques et pouvoir mettre des couches alpha, des masques avec des valeurs de gris. Et donc, le fait de mélanger noir, 3-4 couleurs plus le blanc, et ben j'arrivais comme ça à pouvoir mélanger et créer l'univers de la glace, l'univers de... Voilà. C'est hyper complexe. C'est très complexe. Ouais. Parce que, en
fait, tu dois faire 3 peintures différentes Oui. et réajuster chacune des couches. Non, c'est ça. C'est comme si vous aviez des tubes de peinture et vous les mélangez dans une palette. Et en fait, j'ai fait la même chose avec des contrastes de valeur de lumière, en essayant de mélanger le bleu, le jaune, le noir. Le noir, c'est du vide, en fait. Avec rajouter un peu de blanc par-dessus après, et ensuite reprendre une couleur et la réintégrer dedans. Enfin, voilà, à faire un glacis par-dessus. Mais ça, en fait, la difficulté, c'était d'avoir ce mélange concret en numérique. C'était pas peindre une couleur sur une autre, c'est vraiment les mélanger à l'intérieur du système informatique, du système, avec un mode particulier qui n'est pas le mode RVB, mais c'est le mode Lab, un mode que j'avais trouvé pictural qui physiquement ressemble à la superposition des couleurs qu'on mettrait, par exemple une couleur sur une autre un peu plus en transparence sur une autre, des superpositions de couleurs. Donc c'est né comme ça et ça a créé des effets crédibles, très crédibles de réalité, d'une réalité picturale. Et ça, on n'aurait pas pu le faire sans passer par ce mode trichrome. C'est très difficile. Je ne passerai. Non, j'avoue qu'à ce moment-là, j'avais pas trouvé d'autre solution. Et depuis, ça a changé ou... Alors là, ça a changé sur le prochain film qu'on fait parce qu'on prépare. On a poussé l'orientation artistique à aller vers beaucoup plus de couleurs locales, de couleurs pures, de pigments purs. Donc on va créer encore. Alors là, on va dans le prochain film créer un spectacle, oui, Calamity, ouais, on va créer un spectacle visuel beaucoup plus intéressant, qui sera beaucoup plus proche du spectre lumineux réel. Alors que là, sur tout en haut, on est plus dans un univers filmographique avec une lumière plus douce quand même. Et là, on va jouer encore plus sur les pigments. Et ça consiste en quoi alors jouer plus sur les pigments? Est-ce qu'il y a une technique voilà, c'est-à-dire très particulière? Oui, c'est-à-dire que pour aller vers une intensité de lumière, je vais mettre un pigment plus lumineux, plus jaune. Par exemple, dans les jaunes, il y a des pigments beaucoup plus lumineux que certains bleus. Mais le bleu aussi a une sorte de radiation de lumière. Mm. Donc on peut aller vers une certaine pureté du pigment, du dosage, c'est-à-dire avec le plus bleu possible. Tout ça en numérique. Hein, en numérique, oui. Pour arriver à avoir au cinéma l'impression qu'on est réellement à l'intérieur du paysage. Ouais. Alors c'est-à-dire que ce que vous voyez alors, je ne vais pas donner toutes les ficelles, mais ce qu'on voit en réel, quand on peint, on peut pas avoir la même radiosité de lumière. Un jaune, on pourra jamais obtenir le même blanc que le soleil. Mm. Parce que le blanc physique du blanc de titane, par exemple, il a une certaine densité. Il n'est pas lumineux, c'est pas lui qui envoie de la lumière. C'est sa valeur de lumière. Et quand on mélange les couleurs, on fait à partir du blanc, de ce blanc-là, et on dégrade. Alors là, c'est de simuler que la couleur devient en fait plus une source de lumière qu'une couleur, en fait. Et ça, je pense que c'est un peu ce qu'ont dû faire les fauves à ce moment-là. De partir du pigment, oui, plus que de la lumière. Ouais, exactement. Plus que de graduer dans des blancs, de modeler. Parce que pour eux, c'était comment je vais faire c'est tellement impressionnant ce qu'on regarde en lumière extérieure, comment je vais pouvoir l'appliquer sur mon tableau. Et je pense que naturellement, ils ont été amenés à faire plus d'aplats. Et quand on voit la période des Nabis, c'était beaucoup plus des espaces limités en aplats, superposés à d'autres, avec des graphismes un peu plus imaginaires. Donc ça donnait aussi une autre forme de liberté. D'accord. C'est assez technique. C'est assez technique. C'est vrai que c'est difficile de rentrer comme ça. Non, mais c'est passionnant, mais du coup, comme ça, à la radio, c'est un peu compliqué. C'est toujours la relation, en tout cas, en fait, le fait d'être en extérieur. De continuer à alimenter ma passion sur le motif. Ouais, c'est ton expérience en extérieur qui permet d'alimenter ce que tu fais en studio. Oui, je pense que j'y avais pas l'écran. Exactement. De toute façon, si j'avais pas ça, alors bon, là maintenant je suis beaucoup plus âgé, hein, mais si j'avais pas eu ça permanence dans ma carrière, je ne serais jamais resté dans l'animation, puisque j'ai eu plusieurs ruptures dans ce métier. Ouais. J'ai eu plusieurs ruptures. Les ruptures dues au fait que tu voulais revenir d'ailleurs dans la peinture ou... Oui, il y a ça. J'ai profité du fait que j'ai des périodes d'intermittence pour pouvoir me consacrer à ma peinture, pour explorer des expériences picturales, partir et découvrir ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je vais faire là-bas, qu'est-ce qui va se passer comme expérience. Et à chaque fois que je partais, je découvrais des choses sur le motif, j'apprenais avec le paysage. J'ai toujours appris avec le paysage. C'est pour moi, c'est là que quand on me posait la question, vous avez appris comment? Moi, je pense que c'est le paysage qui m'a tout donné. Hein. Après, on m'a pas appris à peindre.
j'ai appris avec l'expérience. Et puis le fait d'avoir des périodes historiques dans l'animation, il y a eu le passage au numérique, il y a eu le passage à la 3D, et je connais des décorateurs qui n'ont pas suivi. Il y a beaucoup de gens qui ont pas disparu, mais qui n'ont pas suivi le fil des technologies. Et moi, si j'ai pu m'accrocher encore à ce métier, c'est qu'à un moment donné, dans la 3D, ils avaient besoin de mettre painter, donc besoin de gens qualifiés en rendu pictural, qui étaient capables de faire des arbres, des plaines réalistes, des montagnes, des trucs comme ça. Et dans l'animation des longs métrages, pareil, je cherchais des peintres plus que des illustrateurs, quoi. Des gens qui étaient capables de faire des rendus répétitifpour. Aujourd'hui, ça doit être assez rare de trouver des vrais peintres, qui deviennent décorateurs. Alors c'est pour raison parce que je commence à de plus en plus rencontrer d'anciens élèves, etc., des gens qui sont maintenant beaucoup plus professionnalisés. Je vois beaucoup de gens qui font à peu près la même technique. Beaucoup de gens qui travaillent de la même façon. Beaucoup de gens, beaucoup d'illustrateurs, quoi, de gens qui travaillent de manière de la même façon, c'est de manière digitale avec des certains outils. Ça. Ouais. C'est peut-être l'effet, je dis Pinterest, ou l'effet informatique ou Internet qui fait que il y a beaucoup de possibilités d'apprendre sur des blogs que j'ai jamais fait. C'est-à-dire que je pense que ils font ça peut-être plus par habitude. Je sais pas. En tout cas, non, j'en rencontre pas beaucoup. On rencontre pas. Mais du coup, les résultats sont pas les mêmes. C'est pas la même démarche. Je sais pas. Moi, si j'avais pas ça, je pense pas que je me passionne pas, moi, de rester assis toute la journée devant un ordinateur, à peindre des décors comme ça, devant un écran. Enfin, c'est pas être en plein air, aller peindre un paysage, siroter je sais pas moi, une petite, enfin, je vais pas dire une bière à la fin de la journée, mais enfin, il y a ce côté figé, quoi, quand même. Ouais. Bien sûr, ouais. Je trouve que quand on travaillait en tradi, on était plus mobile déjà. On se levait, on avait ce que je dis toujours, maintenant vous avez un écran devant vous, vous avez un tout petit bureau. Avant, moi j'avais des étagères en face, j'avais un plan de travail, des fois des desserts derrière pour poser. Je me levais pour aller changer l'eau du pot et nettoyer les pinceaux. J'ai l'impression d'être physiquement plus présent, quoi. C'est vrai que l'informatique maintenant, il y a des contraintes, je trouve qu'il y a plus de contraintes. On fait plus de choses avec l'informatique aujourd'hui, mais je trouve que c'est plus contraignant, quand même. Ouais. Et est-ce que tu peins la nuit aussi? Parce que tu as travaillé aussi sur le film Nocturna. Nocturna, c'est différent. C'est différent, ouais. Non, là, c'était, on travaillait à distance, chercher des décorateurs un peu partout, à travers le monde, et non, on faisait du décor, tout simplement. Alors, si je travaillais la nuit, parce que, en fait, je travaillais sur un autre projet dans la journée. Sur Nocturna, tu travaillais la nuit? Oui. Ah oui. Oui, on travaille des fois sur plusieurs projets. Hein. Parce que Nocturna, c'est une ambiance de nuit, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Du coup, j'imagine que c'est peut-être pas la même façon de travailler que sur. Non, mais c'est le sujet qui veut ça. Mais je dirais que les décors de nuit, c'est plus intéressant de l'observer, de prendre des notes, et après de mener en visuel, on les transcrit dans les décors. Alors, est-ce que au fil de tes expériences dans tous ces films, parce qu'on n'a pas parlé des Lascar aussi, où il y a un rendu 3D. Oui, ça c'était une belle expérience aussi. Hein. Ah oui. Très bien. Oui. C'est-à-dire que tu faisais des décors et ils étaient retranscrits en 3D derrière. Il y avait un type qui s'appelle Michel Pecker, dont on appelle Mitch, quelqu'un de très génial pour interpréter la 3D, mais artistiquement, et de le faire et de l'intégrer dans un univers graphique particulier, souvent décalé. Donc c'est un type qui on a pas mal dialogué, parce que je lui dis, mais justement, cette perspective de couleur, j'aimerais bien la voir en 3D, quand même, pour que ça soit un peu dans cette ambiance de décor, dans un espace réel, mais complètement décalé, quoi. C'est un théâtre carton-pâte, le personnage on sent le détachement. Ouais, c'est ça. En fait, c'était vraiment créer de la réalité, quoi. Qu'on y croit vraiment, quoi. On sent que le décor est en 3D, quoi, qu'il y a presque une modélisation dedans, avec, Parce qu'il n'y avait pas de modélisation? Non, quasiment. Bah non. Ok. Non. Justement, c'est ça la farce. C'est de faire croire que c'est presque de la 3D, les effets comme ça, c'est justement la couleur qui fait ça. Ah. La perspective de la couleur, c'est sur le fait de graduer la couleur, de faire qu'on passe d'une couleur à une autre, et de cette autre couleur à encore une autre, et qu'on sache se balader comme ça dans le décor. Maintenant, les logiciels 3D le font automatiquement, mais ça reste pas, ils le font pas avec des textures comme on le faisait avec Lascar, quoi.
Donc là, en fait, c'était des panneaux 3D, enfin, qui étaient mis en 3D, et puis avec apposé un décor, un décor peint, quoi. Non, justement, c'était que de la 2D. Quelques décors ont été faits en 3D, quelques-uns, quelques séquences. Ah oui. Mais la plupart des décors ont été faits au trait. Et c'est dedans que je mettais cette farce, enfin, cette espèce d'illusion que c'était fait en 3D. Que c'était que l'espace. Mais ça, en fait, la 3D, ça veut pas dire grand-chose. Il vaut mieux parler de relief. Parce que la 3D, ça veut dire qu'on voit le volume bouger. On peut se déplacer, qu'on voit les volumes se déplacer. Alors que le relief, c'est l'impression qu'il y a une profondeur dans l'image et que cette profondeur est réelle. C'est-à-dire que je peux dire que oui, ça, c'est à 100 mètres, ça, c'est à 200 mètres. Ah oui. Donc tout ça, j'essaie de manière finement, d'essayer de bien doser entre la matière, le dessin, le côté cartoon, déformé. On a vraiment l'impression que c'est dans un espace réel. C'était très amusant à faire. Mais alors, au fil de toutes ces expériences très différentes, est-ce que tu as l'impression que tu évolues, que tu changes de style, que tu vas vers quelque chose, enfin, dans le film d'animation d'ailleurs, et aussi dans tes œuvres plus personnelles? Dans l'animation, j'ai jamais pensé que j'allais durer longtemps. C'est là la grosse farce de la vie, c'est que... À partir du moment où tu fais la formation, tu peux te dire, ah bah ça y est, je peux en faire toute ma vie. Bah non, justement, c'était pas le but. Enfin, bah non, c'était c'était tellement précaire, c'était de pouvoir peindre, d'utiliser... Juste peindre, mais t'aurais pu continuer à peindre aussi. Oui, mais comme je disais, c'est que je pense où j'étais trop jeune ou trop un peu comment dire, je dis bohème, mais enfin, un peu à côté de la plaque, parce que je savais pas me vendre, j'étais pas forcément très sûr de moi, et puis j'étais toujours, je pense pas, j'avais pas ce côté artiste dans l'âme. Peut-être l'artiste un peu qui voulait être, j'étais comme les impressionnistes, mais maintenant, on peut pas dire que certains gens le font de manière, dans leur hobby, c'est qu'ils font ça le dimanche. Je pensais qu'on appelait ça le pain du dimanche. Mais non, j'étais pas du tout là-dedans, quoi. C'est-à-dire que... Toi, tu voulais pas faire les salons d'automne non, mais on me l'a proposé, je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je pense que j'avais pas forcément envie de les vendre. Je voulais peut-être en vivre et devenir ça. Je voulais devenir le peintre. Je voulais apprendre, être capable de faire, d'être... mais je me suis pas dit, peut-être parce que j'y croyais pas personnellement, je me suis dit, c'est peut-être pas pour moi, j'aimais peut-être le peintre. Mais j'en ai quand même vendu. J'ai vendu. Et quand j'ai commencé à vraiment vendre mes tableaux, c'était dans les années 2005, j'en ai vécu pendant quasiment 2 ans et demi. Et puis après, je suis un peu tombé malade, j'ai chuté un petit peu, donc et puis j'ai commencé à travailler davantage dans les films d'animation. Ce qui fait que c'était difficile de switcher de l'un à l'autre. Mais on est beaucoup dans ce cas-là. Hein. On est beaucoup de décorateurs de DA à avoir cette vie peintre en parallèle, ce personnage, ce double personnage qui est là avec nous et qui nous stimule qui nous permet de continuer de film à film, à trouver un prétexte à nourrir notre talent et en même temps à l'injecter dans les films. Donc le film nous pousse dans des retranchements. On nous sort de nos habitudes, on fait pas ce qu'on fait d'habitude sur le motif. Peut-être que je serais arrêté sur le motif, j'aurais fait que ça, je me serais peut-être ennuyé au bout de plusieurs années, au final, je serais peut-être un peu perdu. Alors que là, les films d'animation, en tout cas les longs métrages, parce que la série, je n'en fais pas. J'avais arrêté complètement. À partir du moment où je commençais à exposer, puis je commençais à faire quelques développements pour les films, etc., mais juste ça. Et puis à partir du film Lascar, qui a le Monstre à Paris, avec qui j'avais bossé avec Eric Bergeron à l'époque, mais et c'est l'équipe de Bibo, mais j'étais pas revenu pour bosser pour eux. Mais c'est Thierry Fournier qui m'avait appelé pour travailler avec lui. C'était au tout début de Lascar, un des décorateurs de Disney à l'époque. Très grand talent aussi. Pour moi, une des références aussi dans notre univers de direction artistique couleur. Très rigoureux, très méthodologique, qui a un énorme talent, hein, et qui travaille encore aujourd'hui, je sais pas où il travaille d'ailleurs. Mais donc voilà, je l'ai aidé. Et puis du coup, il est parti. Donc moi, je me suis retrouvé à être en charge de recommencer ce film-là, quoi, de partir là-dessus. Quoi. Et je me suis repassionné. Mais alors, c'est pas vraiment d'évolution dont il faudrait parler, c'est plus de remotivation et de choses comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, parce que je pense que c'est quand même
C'est quand même un travail c'est devenu de plus en plus professionnel. Nous, c'était pas professionnel, c'était des gens de tous les horizons qui se retrouvaient là. Quand tu dis professionnel, c'est que ça se spécialise. Maintenant, il y a des écoles avec plusieurs années où ils apprennent les logiciels. Avant, il y avait les 2 années des Gobelins, où les gens faisaient que de l'animation. Et encore, je sais pas si la formation était extrêmement poussée, mais en tout cas, les gens apprenaient après dans les studios. Il y en a qui partaient en Corée. Je prends l'exemple de Jean-Christophe Dessin, du réalisateur de Jean Descorneilles, qui est parti en Corée travailler dans l'animation, parce qu'en France, il n'y avait pas d'animateurs. Enfin, il n'y avait pas d'animateurs, tout était délocalisé. Alors, pour apprendre, les gens partaient. Mais ça, c'était trop cher, quoi, les animateurs français, ça. Bah, oui, ou surtout, c'est que les studios étaient à distance, c'est-à-dire que c'était sous-traité dans les studios. Alors, beaucoup partaient, aux États-Unis. Alors, moi, on m'avait proposé aussi de partir, à un moment donné, à Los Angeles pour les studios DreamWorks, Disney. Oui. Mais comme je m'étais imaginé la même ambiance que le studio Montreuil, je sais pas, c'était pas forcément ce que je voulais faire. Je voulais pas je voulais peut-être pas être professionnel dans l'animation, parce que je suis pas animateur, je suis pas cinéaste, je suis pas passionné particulièrement de mise en scène, quoique j'adore le cinéma, je suis comme tout le monde, hein. Je lis des livres, je regarde des films, j'écoute de la musique, je suis très bon public, mais je suis pas un propos d'auteur là-dedans, quoi. J'ai pas une prête, alors que je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent faire leurs films, qui font leurs films de fin d'études. Ils sont beaucoup plus impliqués dans ce métier-là que nous on l'était. Hein. Enfin, en tout cas, je dirais que... Après, dans un cursus d'école en 3 ans, je pense que le film de fin d'études a toujours été, alors que dans un cursus plus court de 7 mois, je pense que c'est plus difficile de faire le film. Oui, et puis on a vu quand même avec le numérique, à partir des années 2000, une qualification énorme. Enfin, c'était un outil. Moi, je l'ai découvert à l'arrache. Hein. Déjà, j'avais plus de boulot parce que je savais pas utiliser Photoshop. Enfin, les outils Painter. J'ai appris grâce à un déco qui a voulu me laisser apprendre. Mais je travaillais à la souris au début. Je commençais à bosser à la souris. Il m'a dit non, attends, il y a quelque chose qui existe, c'est ça. C'est une tablette. Ah bon. Donc j'ai abordé ça comme ça. Et là, mais j'ai jamais rebossé dans la série télé, dans les studios de série. Hein. Non, jamais. Parce qu'on t'a plus proposé ou parce que t'as plus voulu? Là-bas, on me proposait pas. Moi aussi, si on me proposait, je faisais des réponses de Normand. Ah, je sais pas, peut-être. Alors, je sais pas si je vais pouvoir. J'avais pas envie de bosser sur tablette graphique. Je voyais pas là-dedans, quoi. Et pourtant, dans le cinéma, c'est ce qu'ils font aussi. Alors justement, après, j'ai recommencé à peindre. Je suis reparti peindre. Je suis reparti dans ce délire et puis du coup, c'est qu'on m'a proposé de faire des rendus peinture pour la 3D, quoi. Pour des pubs ou pour des développements de long métrage ou. Donc peinture numérique. Numérique, oui. Okay. Oui. Mais style peinture long métrage, enfin peinture. Par exemple, si on prend Nocturna, par exemple, c'était fait sur pâte graphique. Ouais. Mais j'étais pas expert en informatique, donc je faisais ça avec mes moyens. Je me des deux calques et je peignais là-dessus. Je n'étais pas forcément. J'ai pas développé ma technicité d'aujourd'hui en méthodologie de travail, voilà. Ouais. Ça, je l'ai fait de film à film, avec les contraintes répétitives pour transmettre mon travail à d'autres décorateurs, pour former à la méthode. Et puis, je me suis aperçu qu'à chaque fois qu'on me proposait de travailler sur un film d'animation, un long métrage, et il fallait que j'aille chercher mes cordes d'artiste peintre et de ressenti. Et par rapport au sujet du film, et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'utilise tout cet univers du musée qui nous hante en permanence quand on est peintre ou illustrateur. Je sens qu'aujourd'hui, peut-être que les jeunes illustrateurs, les jeunes qui travaillent dans l'animation, s'inspirent beaucoup plus des contemporains, des gens qui les découvrent sur Internet, sur des forums, ou qui découvrent comme ça dans les médias. Mais moi, j'ai plus loin, j'ai beaucoup plus loin dans l'histoire de la peinture. Que quelqu'un qui a peint 70 ans de sa vie a forcément quelque chose d'extraordinaire à offrir. Et alors, à partir de maintenant, comment est-ce que tu vois ton évolution? Comment est-ce que tu aimerais te voir à 80 ans? Comme un artiste peintre ayant construit son œuvre ou autrement? Je sais pas si je continuerai à travailler. C'est à la fin de... Hein, c'est ça. C'est ça. Juste avant de tomber dans les oubliettes. Non, c'est pas forcément les oubliettes, tu vois. Oui. Enfin, ton désir, ton objectif ultime. Ouais. C'est-à-dire, c'est continuer à découvrir par le travail et l'instant
les capacités que je suis capable de ressentir et de transmettre sur une toile. Cette expérience-là qui m'a donné cette passion dévorante quand j'avais 24 ans. C'est ça que je dois garder. Retranscrire les émotions, quoi. Voilà, c'est-à-dire d'avoir cette passion. C'est marrant parce que c'est comme si... voilà, c'est ça. Et puis d'avoir du temps pour travailler ça. Du temps, l'énergie. Du coup, l'intermittence te le permet. Tant quand on est encore dans ce milieu de travail, oui. Ouais, donc pour te le permettre, il faut que tu sois obligé de travailler, etc. C'est ça. Et c'est difficile, des fois, après une production, d'avoir cette énergie parce qu'on s'implique beaucoup. C'est que là, aujourd'hui, des fois, je suis obligé de faire un tableau par jour, mais ou une palette de couleurs par jour, ou sur 3 jours. Ça, c'est peu de temps pour faire une palette de couleurs. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un budget limité, industriel, donc il faut que tous les jours soient disponibles artistiquement pour le film. Donc c'est comme si on devait travailler en permanence avec ses tripes, et puis en face, il faut que ça plaise. Donc ça confronte beaucoup de sentiments un peu des fois opposés entre ce qui nous plaît, ce qui va plaire à l'autre, et des fois je suis fatigué, j'ai pas envie de créer, j'ai envie de me reposer. C'est pas qu'un travail d'exécution. Du coup, l'inspiration, c'est quelque chose qui peut devenir problématique dans des temps de travail aussi courts. C'est ça. Et alors comment tu remédies à ça? Dans les souvenirs. C'est des souvenirs, je me replonge dans moments, alors c'est des fois des fantasmes, je suis dans une rêverie. Je me resitue au moment où j'ai peint tel paysage, tel bord de l'eau. C'est des odeurs, c'est des sensations même corporelles qui me donnent, qui me resituent en fait comme si l'expérience que j'ai vécue avec ce coucher de soleil, ce lever de soleil, ce bord de mer. Comme ça que, en fait, c'est l'expérience vécue qui donne. Parce que tu peux pas aller dehors et essayer de te réinspirer un jour. Bah non, c'est ça. Tu peux pas dire au réalisateur, je vais me promener parce que là, c'est peut-être un peu comme Pierre Loti, c'est-à-dire qu'on reconstitue chez soi. C'est un peu comme le voyageur qui revient après un périple de 12 mois et que dans sa bibliothèque, dans un coin, il va reconstituer l'univers de son voyage avec quelques objets, quelques livres, quelques petites peintures, quelques petites esquisses, et c'est cette poésie qu'il faut regurgiter. Et peut-être que finalement, quand je travaille sur un film d'animation, c'est peut-être ça, j'y pense de plus en plus, c'est comme faire de la poésie. C'est-à-dire que c'est comme reconstruire ses sentiments, reconstruire ses expériences, reconstruire tout ce vécu et tous ces drames aussi, toutes ces douleurs, et les retranscrire grâce à un fil conducteur, comme une trame qui est le scénario du film. Et c'est là où on peut remettre un peu à plat comme ça, de regurgiter tout ce vécu et au service du neuf, quoi. Donc en fait, il y a un peu de moi, il y a du moi dans beaucoup, les films, beaucoup de moi, ouais. Bah, c'est peut-être pour ça aussi que j'accepte le voyage. C'est un autre voyage, chaque film est un voyage en fait. Donc c'est assez peu différent de ce que les artistes, les impressionnistes faisaient finalement. C'est ça, oui. Mais dans un contexte c'est un peu différent, ouais. Bon, Mucha qui travaillait aussi pour le théâtre, qui travaillait aussi, il y avait sa peinture à la fin, il voulait absolument peindre, c'était un peintre, il avait envie de peindre. Vuillard, pareil, il y a beaucoup d'artistes. Mais il a peint des œuvres monumentales, Mucha. Ah oui. Ouais, mais alors, il ne faut pas se comparer à ça. On vit dans notre univers contemporain. Moi, j'ai l'animation, le film d'animation. Malgré que ça soit des contraintes industrieuses, on rencontre des gens qui ne nous parlent pas du tout. Ils vont vous parler de production, vous parler de ceci, de tableau Excel, gna. Je dirais que moi, je suis peut-être à 10 km de ça. Mais si on me demandait d'aller travailler pour faire du oui-oui ou ou je sais pas quel film, je pense que je resterai pas 2 mois, quoi. C'est pour ça que je me dirige pas dans la 3D, à faire de la couleur pour la 3D. Je pourrais le faire, je suis assez doué pour ça. Je pourrais le faire. T'as peur que le rendu soit pas à la hauteur de peinture initiale? Non, parce que là, on se plie à des contraintes. En fait, on utilise son talent, mais de manière assez industrielle, et c'est des ambiances attendues quelque part. C'est pas un univers. Je veux dire, ce que je fais là avec Calamity, avec ce film, le prochain film de Rémi Chaillet, c'est qu'il me pousse justement à faire cette poésie, à ressortir cette expérience. Je pense qu'il m'utilise pour ça.
Des fois, j'ai cette pudeur à dire bon, faut que je fasse, que j'améliore mon travail, etc. Mais en fait, souvent, je me dis mais c'est vrai que je suis là que pour le. Sinon, je pense que je serais plus dans ce métier, hein, franchement. Alors, une question que j'ai l'habitude de poser, c'est quoi la réussite pour toi? La réussite? Ouais. La réussite, alors, surtout pour le professionnel comme ça Comme tu veux. La réussite, c'est quand je vois un tableau que je regarde souvent chez moi. Il y en a 2. Et c'est des moments où je me dis, ça y est, j'ai atteint quelque chose. C'est pas un niveau, c'est pas... En fait, j'ai atteint une plénitude. Je me dis, ça y est, j'y suis. Des tableaux que tu as fait. J'appelle ça des tableaux maîtres. Qui passent à des périodes clés alors, il y a une période où on part, on cherche, on sait l'aventure. Il y a un tableau, celui-ci. Ça y est, j'y suis. Et c'est comme ça que j'ai pu me dire que c'est des tableaux maîtres, parce que quand je traverse les couloirs des musées, parfois je rencontre un peintre et je me suis dit, quand je vois son tableau, sa peinture, je dis, ça c'est moi. J'ai vécu la même expérience que lui. Et le premier à m'avoir donné ça, c'est Corot, le peintre Corot. Quand j'ai découvert au musée du Louvre à la période 19e siècle, j'avais l'impression d'avoir vécu la même expérience. Je ne sais pas si j'en revivrai maintenant, parce que je ne parlerai plus comme ça. Mais à partir de ce tableau maître, je sais que j'ai plus besoin de repeindre de cette façon-là, de revivre cette expérience, et je peux partir sur une autre aventure, une autre recherche. C'est découvrir, c'est avoir le phénomène de découverte permanent. Pour moi, c'est ça la découverte, c'est découvrir, réussir. On découvre quelque chose de soi, avec son effort, son expérience, son âme, son être, ses douleurs, enfin tout ça, et toutes ces douleurs se cristallisent comme une espèce oui, comme un poème. Et je pourrais peut-être l'écrire, je sais pas. Enfin, je l'ai plutôt écrit, justement peut-être aussi dans ce tableau maître, ou peut-être en mettant dans les films d'animation, quelques rares films d'animation où j'ai pu y mettre mes tripes. Enfin, je pense que c'est ça la réussite. La réussite, c'est pas d'être connu. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais vraiment fait le jeu des galégaristes, d'aller absolument vendre mon tableau, parce que je m'imagine pas refaire le même tableau tout le temps. C'est la loi des séries dans les. Voilà. J'ai pas de style. Je cherche pas à avoir je préfère que ce soit l'expérience et le hasard qui fasse que je découvre, qui fasse de moi ce que je peux devenir, mais je vais pas forcément devenir quelque chose. Je vais pas dire je vais devenir Gauguin, je vais devenir Monet. Enfin, Monet, c'était des gens qui m'ont fasciné parce qu'ils m'ont donné un sens. Ils m'ont pas donné, c'est pas une direction, mais c'est un sens. Alors on arrive à la fin de cet entretien et j'aime bien finir par une question, c'est quel est l'objet culturel qui t'a le plus inspiré ces derniers temps, justement? L'objet culturel. Que ce soit un film, un tableau, puisqu'on parle beaucoup de tableaux, un livre, une musique. Non, mais tout récemment, il y a l'exposition lumineuse avec les animaux rétroéclairés. Illuminati au Jardin des Plantes. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une exposition qui m'a émerveillé à ce point-là, quoi. Ah oui. Bon, déjà, c'est de la pure couleur. Les animaux deviennent vivants. C'est pour toutes. C'est très populaire. Alors franchement, là, j'ai été étonné. Franchement, c'est presque de la peinture. C'est de la peinture sur soi déjà, en fait. Mais ça. Moi, j'ai pas vu l'expo malheureusement. J'ai essayé et ça a été un échec. Il y a tellement de monde qui y allait que. Voilà. Non, il y a l'exposition Vallotton qui m'a vraiment fasciné. Ouais. J'ai vraiment été très. C'était passé quelques années, je crois, il y a 4-5 ans. Hein. C'était dans la période en plus de tout en du monde. Ah oui. Et puis la période de cette peinture, vraiment là, tu vois, la vie, c'était vraiment dans un mélange d'époques. C'est ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, on vit c'est un peu cette expérience d'époque où tout se mélange. Ça s'accélère, il y a quelque chose relatif à ça. On se perd un peu. Où il y a une mélancolie aussi, j'ai l'impression. Surtout à un certain âge, moi j'ai atteint les 50 bientôt, mais il y a cette forme de mélancolie qui s'installe. Ouais. Il est temps de repartir sur le motif, en fait. Il est temps de repartir sur le motif. J'ai l'impression. Ce sera la phrase finale, voilà. Alors. C'est temps de repartir, de se ressourcer. Après le film de Rémi Chaillet, alors. Voilà, c'est ça. Ouais. Okay. D'ailleurs, ça me donne envie de voyager, d'ailleurs, son film. Ouais, j'ai vu des extraits, là, ça a l'air
C'est une aventure, on est complètement en plein air avec les personnages. De toute façon, il n'y a pas, à part une petite maison, on est en plein air tout le temps. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Patrice d'être venu, c'était passionnant. C'est moi qui vous remercie. J'ai Et l'occasion original. de parler de moi, enfin. À très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter ou m'envoyer un mail sur alex@moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao. I absolutely refuse